Salut JP. Yes, salut Frank. Ça va? Donc, aujourd'hui, on parle de dopage. Ah, on sait qu'on parlait de mes problèmes de pilosité. Ouais, les deux, on est rendus avec des bonnes... Ouais, ça allait un peu, là. Ouais, non, c'est ça. Fait que non, aujourd'hui, guys, on parle dopage particulièrement dopage sportif, mais on parle également dopage en général. Donc, Janie, si tu veux, on pourra marquer sur le live si les gens ont des questions de nous les poser. On va pouvoir avoir une période de questions à la fin parce que je sais que c'est un sujet généralement que les gens ont des questions. Aussi. On parle du côté obscur. Hein? On parle du côté obscur aujourd'hui. On parle du côté, ouais, exact. On sait que c'est un sujet qui est relativement touché. Est-ce qu'on va dire des choses qui vont déplaire à certaines personnes? Probablement. Probablement, oui, malheureusement. Ce sera pas faudrait dire que ce ne sera pas le seul podcast qu'on va faire sur le sujet parce que c'est quand même assez large. Exact. Donc, on épluchera le sujet à mesure de nos discussions. Dans le fond, aujourd'hui, peut-être, moi, j'avais pensé, je ne sais pas ce que tu en pensais, peut-être parler un peu de l'historique de la chose, puis juste d'énumérer les grandes catégories, un peu les effets sur le corps, puis exact. Juste pour que les gens aient une idée, parce que c'est souvent... ça peut paraître drôle, mais il y a beaucoup de nos clients qui ont un peu d'informations par rapport à ça, mais qui vont nous poser des questions. Ouais, c'est ça. Parce que n'importe qui ayant fréquenté une salle d'entraînement est au courant que c'est assez répandu là, en usage récréatif. De nos jours, beaucoup, beaucoup. Oui. Encore une fois, par exemple, il faut préciser qu'on n'est pas là pour prêter des intentions on vous suggère pas de faire usage de stéroïdes anabolisants en tant que professionnel. C'est juste des fins éducationnelles. C'est ça, exact. C'est juste que on aime mieux, on va en parler. C'est un sujet qui est, il y en a dans le sport professionnel, il y en a dans le sport, comme JP a dit, exact, il y en a dans le sport récréatif. Donc aujourd'hui, c'est un peu un historique, comme tu as dit, un recap, mais si vous avez des questions par rapport à tout ça, vous pouvez nous les poser, mais on vous montrera pas un cycle et on va pas vous dire, ben, il faut que tu prennes ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça. Donc, en tant que professionnel de la santé, on a une éthique. Donc, voilà, c'est à des fins éducatives, comme on a dit. Donc, comme je vous dis, si vous avez des questions, les effets secondaires, par contre, est-ce qu'on va aller... Il va avoir, je vous le dis, il va avoir JP et moi, on est d'accord sur ce sujet-là. On va avoir une opinion et ça se peut que, comme on a dit, on va dire des choses. Si vous êtes choqués, c'est un sujet, comme on dit, qui est tabou. Donc, on est désolé pour les oreilles qui vont être froissées d'avance, mais on aime mieux vous le dire aujourd'hui, c'est un sujet qui est assez touché. Donc, voilà. On se lance la balle. Donc, on part. Le dopage. Quel beau sujet aujourd'hui, yes. Mon JP. Si on fait une ligne du temps, toi, tu penses que ça remonte à quand? C'est en fait le dopage en général ou le dopage sportif? Parce qu'il faudrait, déjà en partant, faudrait définir un peu qu'est-ce qu'on entend par dopage. Moi, je penserais n'importe quelle pratique qui va être dans l'intention d'augmenter la performance du corps. Mm-hmm. Que ce soit des fins sportives ou autres. Exact. Dans le fond, c'est juste l'ingestion de substances X qui va augmenter quelconque performance là, dans le cadre de l'activité physique ou ça peut être pour d'autres choses aussi. Exact. Est-ce que moi, je suis d'accord avec cette définition-là. Est-ce que c'est large, là? Oui, effectivement, c'est très large. Au niveau de la question, je vais t'en poser une tout de suite. Est-ce que le fait de prendre de la caféine, qui est un produit légal, est-ce que c'est considéré comme une forme de dopage? Je pense que oui, parce que plusieurs organisations maintenant testent pour des niveaux de caféine. Tu sais, faut pas que ça dépasse un certain range là, comme n'importe quel autre stimulant. Fait que je pense que ça peut représenter du dopage parce que on sait la caféine a des effets ergogènes. Donc, elle va améliorer la performance, tolérance à la douleur, les performances aérobie, même anaérobie. Exact. Fait que je pense que oui, c'est pas parce que quelque chose peut être acheté en vente libre que c'est pas du dopage. Exact. T'en penses quoi, toi? En fait,
Oui, c'est sûr que peu importe, entre guillemets, si on va dans une forme de dopage relativement large, on peut y aller de cette façon-là. Par contre, on va pas, entre guillemets, pour le podcast en tant que tel, nous, on voulait plus parler au niveau du dopage, parce que là, on a fait une définition large. On va plus y aller dans un dopage de type professionnel, entre guillemets, même si on dit professionnel dans le sens, mais plus on va toucher à tout ce qui est illégal ou des zones très grises, mettons. Ouais, parce que je pense que tu veux dire, parce que tout peut être, à ce titre-là, tout peut être considéré comme... Parce que logiquement, la créatine est considérée comme une forme de dopage pour certains sports aux Olympiques. Absolument. Puis ça, ben, ça serait une bonne chose. Faudrait faire la distinction parce que j'ai eu beaucoup de clients qui pensent encore que la créatine, c'est un stéroïde. Là. Vous en avez dans la viande rouge, la créatine. Juste pour ceux qui nous écoutent à la maison, la créatine, c'est une composante tout à fait normale et naturelle de votre alimentation. Exact. Puis, c'est tout simplement, ça va faire des réserves dans le muscle, là, puis ça va aider avec les efforts de courte ou moyenne durée, on va dire. Et dans le fond, la créatine, c'est juste quelque chose que à la base, tu vas avoir dans le corps, puis c'est possible de supplémenter quelqu'un qui a une carence ou même pour surcompenser tes réserves d'énergie, dans le fond. Puis là, on n'expliquera pas tout ce que ça fait, la créatine. Mais la créatine, c'est un supplément alimentaire au même titre que la protéine, qu'un supplément de calcium. Même que de plus en plus, je ne sais pas si tu as vu, mais on donne de plus en plus la créatine pour prévenir le déclin cognitif chez les personnes âgées. Donc, il faut vraiment distinguer. Nous, on parle du côté obscur de la force. Oui, exact. Non, ça va tremper dans les grosses choses. La créatine n'est pas une zone grise. La créatine, c'est 100% approuvé par toutes les autorités médicales. Puis, c'est un supplément dont on pourrait parler plus tard, là, mais c'est assez utile, là, mais c'est pas de ça qu'on parle aujourd'hui. Exact. Yes, donc, moi j'imagine qu'on t'a déjà approché avec ça, là, à l'école, là, genre ça de la créatine. T'as-tu déjà essayé ça? Oui. Oui. Bon. Laquelle? Tu sais, t'as de l'air, tu sais, mettons, ça me fait toujours rire quand on parle, parce que là, on va plus y aller dans le côté supplément, là, mais tu sais, mettons, les gens, ils disent, t'as-tu déjà pris ça de la créatine? Ben, de la monohydrate, ou de la, puis là, ils sont là, wow! Il y a des termes scientifiques! Le gars, il connaît ça! Ah non, calmez-vous, là, OK? Là, il y en a dans la viande rouge, là. Tu manges du bœuf, mettons, tu vas manger un gros steak, le lendemain, tu vas passer une prise de sang ou un test pipi chez le médecin, puis ton niveau de créatinine va être élevé dans ton sang. Puis c'est les marqueurs qui font en sorte que tu testes, entre guillemets, positif à la consommation de créatine. Fait que, tu sais, mettons, c'est des zones aussi qu'il faut faire attention, des nuances. Pour ceux qui nous écoutent à la maison, si vous vous entraînez puis que votre médecin général fait pas d'activité physique, là, ça se peut fort bien que vous ayez des résultats de tests un peu étranges, puis c'est tout à fait normal parce que si vous allez voir un médecin sportif, ils vont vous dire que vos concentrations sont dans les normes. Fait qu'il faut pas vérifier avec ça. Mais non, ça fait qu'on parle pas on parlera pas de ces affaires-là vraiment aujourd'hui, mais c'est quand même drôle parce que on pense encore que ça persiste encore que la créatine, c'est comme en tout cas. Donc, dopage, mon cher. Ouais. Ben moi, juste faire une parenthèse, parce que j'ai quand même un peu creusé pour l'histoire. Je ne vais pas faire un cours parce que j'étais prof d'histoire dans une autre vie. Je ne vous ferai pas un cours 101 sur toutes les substances, là. Mais je vais juste vous rappeler que les animaux dans la nature se dopent. Donc, on a rapporté que des fauves, par exemple, vont mastiquer certaines plantes pour avoir un effet stimulant avant d'aller chasser. Ça peut être en passant par des singes qui s'intoxiquent avec des fruits fermentés ou des champignons magiques. Name it, OK? Fait que c'est un comportement qui est comme c'est imprégné dans dans notre espèce là, de chercher comme un avantage, puis pas juste notre espèce, là, c'est comme quelque chose qui est très répandu dans la nature. Puis on a des traces d'êtres humains utilisant toutes sortes de substances depuis avant la préhistoire probablement, pour s'intoxiquer ou pour des rituels religieux. On peut penser aux Vikings qui s'intoxiquaient avant d'aller faire
des raids, toutes sortes de... Ça peut ils pouvaient utiliser du cannabis, comme ils pouvaient utiliser des stimulants. Fait que c'est pas, ça date pas d'hier, là, le fait qu'on aime ça, se droguer pour aller chercher un genre d'avantage. Ouais, non. L'amélioration de performance en général. Ouais, c'est ça. Puis même, je pense, dans les premiers Jeux olympiques, là, dans la Grèce antique, là, c'était, il y avait des croyances là, par rapport à, je pense, des graines de sésame, là, que ça donnait un quelconque avantage là, par rapport à la performance. Fait que ça date pas d'hier. Mais dans ce qui se rapproche le plus de ce qu'on voit aujourd'hui, on peut parler peut-être comme fin 1800, autour de 1860, où les sportifs utilisaient des stimulants pour... Je pense que c'était en tout cas, c'était pas des cyclistes, là, mais je pense que c'était des cyclistes ou des rameurs. Là, puis on avait commencé à disqualifier des athlètes sur la base du dopage. Okay. Fait que ça a commencé par les stimulants. Puis même, je pense que jusqu'à assez récemment, les cyclistes, ça roulait sur toutes sortes de cochonneries, là, genre alcool, amphétamine, name it, pour des longues distances. Fait que ça, c'est... Ça fait pas si longtemps là-dessus, je pense, jusqu'aux années 50, 60, ça se faisait encore, cette pratique-là. Maintenant, on est dans d'autres choses. Mais si on parle de vraiment ce qui nous intéresse aujourd'hui, qui serait la grande catégorie, mettons, des stéroïdes et autres trucs connexes, là, ça commence pas mal dans les années 30. En Europe, en Europe de l'Est, si je ne me trompe pas. En Allemagne, ça a été une pratique qui était plus récurrente dans ces jeux. Je pense qu'aux États-Unis aussi, on a réussi à synthétiser de la testostérone pour la première fois aussi dans les années 30. Ça pour dire que la Deuxième Guerre mondiale a été un bon terrain de test pour ce produit-là, qu'est la testostérone, parce que c'est une drogue qui a été développée pour prévenir surtout la perte de masse musculaire. Je pense qu'au début, c'était chez des soldats qui étaient en réhabilitation, qui revenaient de la guerre, qui ne pouvaient pas bouger pantoute. Puis après ça, pour maintenir les performances des soldats au front, avec très peu de sommeil, une nutrition moins qu'idéale, on va se le dire. Fait que je pense que ce qu'il y a à retenir de ça, c'est qu'à la base, c'est des produits qui ont été développés pour, premièrement, pour un usage médical. Exact. Souvent, les gens oublient ça parce qu'on dit testostérone, puis c'est comme, c'est les gars bien pipés dans le fond du gym. Exact. T'sais, encore une fois, on va, parce que là, tu en parles justement, étant donné qu'on vient d'entrer sur le sujet de l'usage médical, ça aussi, c'est aussi une distinction qu'on a à faire en entrée de jeu. On va pas parler, on parle de dopage sportif, on parle d'augmentation de performance, on parle en général. Ici, on parle pas d'hormonothérapie. Il faut faire un parallèle entre les deux. Donc, la prise en fait, quand on parle de dopage ici, dans ce sujet-là, c'est la prise de substances ergogènes afin d'améliorer des performances et non pas afin de maintenir des fonctions vitales. Par exemple, si ton grand-père fait ce qu'on appelle une TRT ou une thérapie de remplacement de la testostérone, c'est pas considéré comme une forme de dopage. Donc, on parle de produits ici, une utilisation de produits à des fins d'augmentation de performance et non pas de besoin médical. Je veux juste faire cette parenthèse-là pour pas que les gens fassent comme « Oh mon Dieu, mon enfant prend de l'Adderall, est-ce qu'il se dope? Est-ce qu'il y en a besoin? Oui. Est-ce que c'est un gamer professionnel qui pop du Ritalin ou qui prend de l'Adderall parce qu'il game pendant 12 heures straight? Ça, c'est du dopage. C'est ça. C'est la distinction qu'il y a à faire. Ouais, puis mais il faut toujours comme je trouve ça drôle parce qu'on oublie souvent que l'usage principal de ces substances-là devrait être médical. Médical. C'est des produits qui ont été développés aussi pour aider les grands brûlés, des gens qui en avaient réellement besoin. Puis plutôt aussi, je pense, dans les années 30, c'était aussi pour traiter l'hypogonadisme chez les hommes qui avaient un développement anormal à l'adolescence, le manque de testostérone qui était associé à toutes sortes de problèmes de santé. Donc, c'était pas vraiment, l'idée, c'était pas de créer des super soldats, mais on s'est rendu là un petit peu par la suite. Là. Captain America.
Ouais. Fait que ça date de quand même longtemps. Fait que, tu sais, quand j'entends des gens qui parlent des culturistes, mettons, des années 40, 50, il n'y avait pas de stéroïdes dans ce temps-là, c'est comme, pas sûr. Non, il y en avait des stéroïdes dans ce Il y en avait temps-là. déjà dans ce temps-là. Mais ça commençait, on s'entend, c'était comme c'était les débuts, là. C'était Exact. plus sophistiqué que ce qu'on a aujourd'hui. Mais quand même. Puis après ça, après, ça déboule assez rapidement après la Deuxième Guerre mondiale. Le dopage là, dans les Olympiques, là, ça va être assez flagrant. Ce qui va faire en sorte que surtout les Américains vont un peu capoter en voyant les Russes, entre autres, aux compétitions d'haltérophilie des années 50, surtout au point de vue du développement dans le fond, le développement des facteurs comme plus sexués, là, genre les gars avaient beaucoup de poils sur le chest, avaient de la barbe, ils étaient beaucoup plus virils, beaucoup plus virilisés que, mettons, les athlètes américains. Puis là, ils se sont demandé pourquoi on se fait planter, puis pourquoi les autres ont l'air des hommes, puis on a l'air des enfants. Pourquoi le gorille là-bas, il est fort? C'est ça. Fait que ça a commencé une espèce de course de surenchère à qui allait créer les substances les plus puissantes, puis éventuellement moins détectables. Exact. Fait que le prochain comme point historique que j'avais en tête, c'était, je sais pas si ça dit quelque chose, le docteur Ziegler. Docteur allemand. Ou je crois. Il me semble qu'il est allemand. Allemand ou autrichien. En tout cas, c'était... On pourrait faire nos recherches là, de mémoire. Il travaillait pour les Américains, ça. Ouais, exact. Puis, c'est le premier à avoir synthétisé du dianabol. Pour les gens qui ne savent pas c'est quoi, aussi connu sous le nom de D-ball. Il y a du monde qui appelle ça il y a toutes sortes de noms pour ça. Y a-tu vraiment d'autres noms? OK. Moi, j'ai entendu des Skittles. J'ai entendu des D-ball, whatever. Là. OK. Pour le bien du podcast, on va appeler ça du dianabol ou du D-ball. En fait, dianabol, c'est le nom. C'est ça, il faut distinguer aussi quand vous entendez des noms. Dianabol, c'était le nom du produit. Là, un peu comme Tylenol, c'est paracétamol, là, c'est pas le nom de la molécule. Là. Fait que dianabol, c'était je me rappelle plus du nom exactement, là. Mais c'était surtout... Attends, je vais te le trouver, le nom de la molécule. Ouais, vas-y donc pour le fun. Malheureusement, mon livre est encore dans mes boîtes. Ah, la Bible. La Bible. En fait, tu as deux catégories. Tu as la méthandiénone ou la méthandrosténolone, qui est plus le nom plus répandu. OK. Qui est le nom de la molécule. On va appeler ça dianabol pour faire court. Ouais, exact. Mais une des particularités du dianabol, c'est que ça avait une action extrêmement rapide. Fait que là, on pourrait peut-être commencer juste à faire la distinction entre les catégories de choses. J'ai déjà parlé de testostérone. Donc, c'est quoi, Frank, mettons, pour du monde qui nous écoute, on parle de quoi là, quand on parle de testostérone ici, là, dans le cadre du sujet? Au niveau, en fait, au niveau tu parles au niveau des catégories ou tu parles au niveau de l'effet? Ben, je parle, premièrement, c'est quoi? Qu'est-ce que ça fait à peu près? Au niveau, en fait, la testostérone, pour faire un cours de biologie extrêmement rapide, la testostérone, c'est une hormone produite par majoritairement les hommes et les femmes aussi, mais beaucoup plus au niveau des hommes. Les femmes en produisent un peu, ce qu'on oublie. Ouais, exact, non, c'est ça. Ouais. Mais c'est une hormone sexuelle qui est prédominante masculine, qui a des effets au niveau sur deux types. En fait, on peut le classer en deux types. Je pense que c'est bon de commencer par ça. Là, exact. On va androgénique dire androgénique et anabolique, exact. Donc, par exemple, sur la testostérone va avoir des effets, par exemple, tout ce qui s'appelle anabolique, donc au niveau de l'augmentation de la masse musculaire, et androgénique au niveau de tout ce qui s'appelle les hormones, du côté plus hormones sexuelles, c'est-à-dire, comme on parlait tantôt, la pilosité, la libido, la voix, le développement des traits masculins en tant que tel. Donc, on va dire que la testostérone... On va parler d'androgénique, ça va être surtout, tu sais, tout ce qui est, mettons, les effets négatifs qui sont associés aux stéroïdes,
en général, ça a un lien avec les effets androgéniques. Exact. Qui peuvent créer, mettons, la perte de cheveux, surtout l'espèce d'agressivité puis l'énergie extrême, ça va plus venir des effets androgéniques qu'anaboliques. Parce qu'anabolique, c'est juste de la construction de tissus. Là, dans le fond. La synthétisation, l'augmentation de synthétisation de protéines au niveau du muscle. C'est ça. Fait que c'est soit tu construis ou tu détruis dans ton corps. Tu sais, c'est vraiment la distinction. Tu es soit anabolique ou tu es catabolique, dans le fond. Exact. Puis anabolique est anticatabolique, donc va protéger la masse musculaire et aider à en construire. Entre autres, ça peut être la masse musculaire, mais ça peut être aussi de la masse osseuse. Ça peut être au niveau de n'importe quel type de tissu quand on parle d'anabolisme. Fait que ça, c'est aussi la testostérone. Nous, on parlait d'une testostérone qui est synthétique. Fait que c'est littéralement, dans le fond, la molécule de testostérone qui va être créée en laboratoire. Oui, créée en laboratoire avec différents modes de livraison. Tu en as qui vont être plus rapides, plus lentes, dépendamment du type d'ester qu'on va utiliser pour combiner la chose. Fait que rapidement, c'est ça. Quand on parle de stéroïdes, je pense que le baseline, le plus vanille, ce qu'on connaît tous, puis la communauté médicale connaît le mieux, c'est vraiment la testostérone, c'est le produit de base. Tous les autres produits, après ça, vont un peu agir avec les mêmes mécanismes, mais avec différents ratios. Exact. Puis là, ça devient wild à partir de là. Mais pour l'instant, on parle de testostérone. Puis, pour ce qui est du dianabol, pour en revenir aux années 50, c'était quelque chose qui était intéressant parce que ça permettait un gain de masse et de force très, très, très rapide. Fait que c'était un effet presque instantané là, sur la glycolyse, l'utilisation de glycogène musculaire. Mm-hmm. C'est la glycogénolyse. Génolyse, oui, c'est ça. La glycogénolyse, puis aussi juste tout ce qui était rétention d'eau intramusculaire, gain de force rapide, énergie rapide aussi. Fait que c'était quelque chose de très, très... Puis en plus, là, c'est ça, quand on parle de dianabol, c'était surtout, là, je pense, je ne sais pas si ça existait du dianabol injectable dans ce temps-là, mais dans le cas, qu'est-ce qui est devenu populaire dans le cas actuel, c'est vraiment plus les comprimés, dans le fond. De type oral. Ça aussi, on peut faire une distinction là, quand on parle de dopage. Il va y avoir on va parler d'injections. Quand on parlait de testostérone, c'est surtout des injections, mais il y a d'autres méthodes de livraison. Là, on en gèle aussi, puis en patch. Il y a des gels, il y a des patchs, toutes sortes d'affaires. Puis on est en train de développer tout le temps des nouvelles méthodes parce que les gens qui font de l'hormonothérapie ne veulent pas nécessairement se piquer une fois ou 2 semaines. Fait qu'on essaie, mais fait que c'est ça, c'est vraiment comme il y a injectable puis oral, des grosses catégories. Dianabol, c'était plus des tablettes. Puis ce qui arrivait avec ça, puis c'est là que le docteur Ziegler capotait, c'est que ça a été très rapidement adopté par les meatheads du temps, par les gars de gym, les douchebags, les douchebags, les tripeux, les tisseux de fonte ont beaucoup aimé ça parce que c'était facile à prendre. C'est pas trop compliqué, là. Tu rentres ça dans ta bouche, puis that's it. Puis les gens abusaient beaucoup. Souvent, prenaient jusqu'à 20 fois le dosage recommandé. Puis ce qui arrive avec tous les produits qui sont pris par la bouche, c'est que ça va passer par le foie. Donc, ça va avoir des effets assez négatifs au niveau de la santé du foie, surtout pris en grande dose comme ça. Exact. Ici, on parle d'hépatotoxicité. Donc, si vous nous entendez parler d'un facteur hépatotoxique ou d'hépatotoxicité, on parle des effets négatifs, entre guillemets, qu'ils ont sur le foie. Absolument. Fait que, tu sais, c'est ça qu'il disait dans une entrevue en 83, Ziegler, il s'est retiré de ce marché-là assez tôt, puis en fait, je pense dans les années 70. Puis après ça, il a beaucoup regretté d'avoir lâché ce produit-là sur le marché américain parce qu'il disait que les gens étaient absolument irresponsables puis qu'ils prenaient des dosages ridicules. On peut regarder, je pense, dans Pumping Iron ou quoi, t'avais Arnold qui disait « Ah, on prenait ça... une poignée. Bon, là,
on y allait à peu près. Il n'y avait pas de dosage précis. C'était comme moins 3-4. Je me rappelle d'Arnold qui parlait, qui prenait des, entre guillemets, il avait utilisé le terme des poignées de D-ball. Ouais, puis comme des Skittles. On s'entend que, quand on parle de culturisme, là, ben, on est en train de parler de dopage, surtout associé au culturisme, mais c'est aussi, on parle de ça dans tous les sports. Là, inquiétez-vous pas, on va déplaire à pas mal de monde quand on va rentrer dans le dopage sportif. Là, on va, tu sais, les jolies petites ballons, là. Ouais. Mais tu sais, on parle de ça, puis les culturistes à haut niveau, c'est pas tout du monde super santé, là. Moi, je tripe beaucoup sur l'histoire du sport, puis surtout du culturisme, parce que ça attire des personnages assez excentriques. Là, puis tu vois que c'est des gens qui ont des modes de vie absolument décadents. Là, c'est des gens qui abusent d'alcool, drogue, tu sais, name it. Fait en plus, tu prends des substances qui maganent ton foie. On pourra en parler plus tard au niveau, parce que là, on fait la base, mais par exemple, tu sais, si vous avez des questions par rapport là-dessus, ou on pourra en parler si tu veux, parce que là, comme on avait dit, on va parler, là, ça fait déjà presque une demi-heure qu'on en parle, puis on a effleuré le sujet. Donc, on peut faire un live extrêmement long aujourd'hui, en parler longtemps, ou on pourra le couper en plusieurs petits épisodes également, parce que, comme je vous dis, si on rentre dans le sujet au niveau du dopage dans le sport plus poussé, on n'a pas fini, là. Non, c'est ça. Parce qu'il y a différentes façons, puis il y a différentes, surtout au niveau du culturisme, au niveau de la préparation, il y a plusieurs choses qu'on pourrait aborder, puis juste ça pourrait être un podcast, le culturisme, le dopage dans le culturisme. Donc, on va rester plus en surface, comme on avait dit. C'est pour dire que si vous voulez aussi... posez vos questions. T'as-tu écouté... posez vos questions. Puis t'as-tu écouté... c'est sûr, t'as écouté Bigger, Stronger, Faster. Pour ceux qui nous écoutent, si vous avez... C'est-tu encore sur Netflix? Je sais pas si... Je pense qu'il l'a plus sur Netflix, mais si vous voulez, ce qu'on pourra faire, parce que là, aussi, je vais le dire ici, tous nos podcasts sont disponibles, en fait, sur YouTube. Donc, si vous allez, abonnez-vous à notre page YouTube, vous allez être capable de laisser des commentaires. Ce qu'on pourra faire, c'est que si vous avez des questions et sur les documentaires qu'on va parler ou on pourra mettre des liens pour aller les écouter en streaming. Je vais essayer de les trouver de façon, je vais être honnête, là, je vais essayer de les trouver de façon légale. Parce que c'est sûr que c'est que des droits d'auteur là-dessus. Des droits d'auteur là-dessus, exact. Donc, on peut pas, mettons, mettre un lien illégal. Par contre, entre vous et moi, si vous êtes le moindrement whiz sur Internet, vous marquez sur Google le titre du documentaire et vous allez avoir une multitude de liens illégaux. Et ça vous appartient. Nous, on n'est pas responsable de ce que vous faites en tant que consommateur. Je pense qu'il y a quand même moyen de le visionner en ligne légalement. Moi aussi. Vraiment, je pense que c'est pas trop cher. C'est vraiment pas cher. On va encourager Chris Bell là, parce que c'est vraiment excellent comme documentaire. Puis ça, justement, on parlait de pétage de ballon, ça s'en vient dans pas long. Oui. C'est quelque chose. Fait que, dans le fond, tout ça pour dire qu'à partir de là, le comité olympique, juste ce sera pas long, juste aller rapidement sur mes points. J'avais une petite page. C'est qu'elle est rendue? Jenny, tu m'avais pas mis ça? Ah, tu l'as mis dans... OK, ce sera pas long. Ouais. Allô, Jenny. Allô, Jenny. C'est que c'est ça. C'est dans le dopage, c'est en 1964 que le Comité international a commencé à publier les listes de substances bannies. Puis, ils n'ont pas banni les stéroïdes avant 1975. Fait qu'on pouvait doper, je sais pas, cocaïne, mais pas nécessairement des stéroïdes. Juste avant d'aller faire un sprint. Mais honnêtement, je peux voir comment ça pourrait aider. Mais sinon, c'est ça, faut se rappeler que ça fait pas si longtemps que ça que c'est illégal. Ouais. Parce que dans les années 80, on était encore dans un marché gris. Parce que quand on parle de 75, mettons 75 à 2020, là, on parle de 40 ans, là, 45 ans. Ouais, mais pour moi, ça, en termes d'histoire, c'est pas très long. C'est pas long, là, 45 ans, quand on regarde ça. Là, tout le monde dit « Ah, le dopage,
ça fait c'est banni depuis. Non, c'est pas si vieux que ça. Non, ben, surtout que ce qui est, je pense que c'est juste en 1900, là je déroge un peu, on n'est plus dans les Olympiques, là, mais c'est juste en 88 que ça devient illégal de vendre des stéroïdes. Puis en 90, ça devient illégal d'en posséder. Mm-hmm. Mais comme, tu sais, quand on parle des culturistes des années 70-80, ou même les athlètes olympiques, ils prenaient toute la sauce, ouais, mais c'était légal. Faut pas oublier ça non plus. Exact. C'est que, voilà. Fait que c'est ça pour... tu sais, j'avais un paquet d'autres points historiques, là, mais c'est tout ça pour dire que on n'a pas fini avec cette histoire-là. On fait juste égratigner la surface. Mais ça fait pas longtemps vraiment que c'est banni. Puis, peut-être un jour, tu sais, je dis ça de même, là, mais comme le cannabis est rendu légal, peut-être que dans 20 ans, la testostérone va être légale. Peut-être qu'on va avoir une société une société québécoise de la testostérone. Ça serait bon goal. Mais je veux dire, le statut légal de ces substances-là, je suis pas prêt à dire toutes les substances, là, mais l'espèce de tabou qu'il y a autour de la testostérone va peut-être passer. Puis on peut voir, tu parlais de TRT tantôt, mais tu sais, jusqu'où c'est du dopage? Tu sais, si on parle des athlètes qui sont dans la quarantaine, les seniors, mettons, les athlètes seniors, je parle pas des seniors, mais les athlètes seniors, c'est dans 40 ans et plus, là, qui performent encore à haut niveau. Tu sais, on peut peut-être envisager dans X nombre d'années que ça soit permis de prendre une certaine dose là, sans aller dans... Non, c'est ça. Parce que, tu sais, mettons, si on fait une différence entre, par exemple, l'utilisation de testostérone ou de produits, entre guillemets, anabolisants, principalement de testostérone, la différence entre une TRT et une forme de dopage, c'est que l'utilisation de la testostérone va être faite à des fins, entre guillemets, médicales. Quand on parle à des fins médicales, c'est en termes de préservation des fonctions de base de la testostérone, c'est-à-dire dans des paramètres, un range exact. C'est ça. Quand on parle de dopage, on parle d'utilisation de ce produit d'utilisation de testostérone exogène, c'est-à-dire de prise externe, que ce soit en tablette, en injection, en injection, en gel, en patch, peu importe, afin d'avoir un niveau de testostérone supérieur à ce range-là. Et quand on dit supérieur, c'est pas un peu. C'est sky is the limit. Là. On pourrait parler de... 10, 100, 1000 fois. Des fois. Quasiment, ouais, c'est horrible. Tu sais, fait que voilà, c'était la distinction aussi qu'on peut faire également là-dessus. Donc, on peut continuer. Donc, là, est-ce que tu veux... On va rentrer, en fait, on parlait de dopage sportif. Oui. Est-ce que tu veux qu'on y aille avec les catégories ou tu veux qu'on y aille vraiment avec le vif du sujet et qu'on brise des rêves et qu'on fasse pleurer des gens à la maison maintenant? Pour vrai, je pense que... On a une question également. Juste vous dire, les périodes de questions, ça va être à la fin. Mais c'est ça, ça va être à la fin. Donc, écoutez, je l'ai, c'est Janie qui me l'a envoyé. On va la garder. On va garder nos périodes de questions pour la fin. On pourrait quand même faire une espèce de liste là, de ce qui est utilisé, puis dans peut-être quelles applications, quels sports. Comme ça peut donner un peu une idée aux gens de l'étendue du... Encore une fois, on ne vous dit pas de prendre des stéroïdes anabolisants. C'est uniquement à des fins éducatives. Et je pense aussi on peut peut-être, je ne sais pas si tu es d'accord, aborder rapidement les autres substances. Tu avais parlé tantôt d'Adderall et ces affaires-là, mais je pense que ça rentre aussi dans le dopage. Exact. Dépendamment du sport. Puis aussi, c'est pas un... On peut parler de e-sports, là, mettons, mais je pensais aussi à le sport de la vie qui est l'université. Oui, c'est ça, exactement. Puis, on peut penser à nos amis de la faculté de médecine ou de droit que Dieu sait qu'il y a beaucoup de distribution de vente illégale de produits pharmaceutiques. C'est débile. C'est comme un...
un racket de prescription. Ben, de gens qui ont des prescriptions qui fournissent à des gens qui n'ont pas de prescription. Mais aussi, je pense que c'est quand même facile de se procurer ces affaires-là. Contrairement à, mettons, de la testostérone que, surtout au Canada, là, parce qu'on s'entend qu'aux États-Unis, c'est assez lousse là, en termes de médecins qui vont prescrire des doses thérapeutiques, mais qui vont être très élevées. Là, fait qu'on va plutôt rentrer dans des doses de performance. Au Canada, puis au Québec, on est très frileux là-dessus encore. Mais te procurer du Adderall ou du Vivance pour avoir entendu des cas, ils font passer un questionnaire, puis c'est très subjectif. C'est relativement facile d'accès. Je veux pas dire que je veux pas généraliser à l'ensemble des médecins qui prescrivent ça, mais ça a l'air quand même assez facile d'obtenir une prescription pour tout ce qui est problème de concentration. Tout le monde a un putain de TDAH à ce temps. On va le dire, là, tout le monde a un trouble déficitaire de l'attention. Ouais. Mais c'est ça, tandis que prouver, mettons, que tu es en hypogonadisme ou que tu as juste une insuffisance en termes de tes niveaux de testostérone, c'est auditement plus difficile. Ah ouais, c'est des prises de sang et t'es mieux d'être anormalement bas pour qu'un médecin te dise. En fait, t'es mieux t'es mieux d'être mort? T'es mieux de prendre le sang t'es mieux d'aller déterrer un membre de ta famille. Puis, non, je niaise, là, mais... Le gars, il fait des switches de blood samples avec son grand-père qui est décédé. Ça passe, ça, c'est dégueulasse. Je pense que ta blonde, tu sais. Monsieur, vous avez également un problème de testostérone, mais je dois vous avouer quelque chose. Ouais, vous êtes enceinte. Ouais. En tout cas, ça pour dire que... Tu sais que je m'en allais avec ça, c'est comment... ouais, on peut quand même faire les autres bébelles rapidos. Là. Exact. On a déjà nommé, dans le fond, la testostérone et toutes les formes de testostérone possibles et imaginables. Il y en a plein, on ne fera pas la liste. Là. Il y en a des rapides, il y en a des moyennes, il y en a des lentes. Puis c'est ça, des gels, des patchs. Je pense qu'il y a d'autres affaires, mais en tout cas, j'oublie. Fait que ça, on parlait de testostérone. Ensuite, on parlait dans le fond, au niveau du... Je ne sais pas comment tu catégoriserais le dianabol. C'est... Un anabolique, mettons? Ouais, c'est anabolique. Ben, en fait, le dianabol, c'est comme on a expliqué tantôt, c'est de forme... En fait, mettons, on rentre dans les noms, là. On va y aller en noms, là. Au niveau... Hein? La nomenclature. Ça y est, on part. Ça y est, on sort la Bible. Non, en fait, au niveau des formes orales, on peut y aller avec les premiers, entre guillemets, comme on a dit, les plus populaires, parce qu'on vous le dit, ils en ont sorti une quantité après. Je vous dirais personnellement les 3 plus répandus. Dianabol, qui est sous format oral. Le Winstrol en tablette, qui est à la base. Parce que, tu sais, comme si on vous fait un cours 101 sur tous les produits, on en a pour un méchant bout. En fait, pour ceux qui veulent faire une association. Comme un produit à un nom. Exact. Non, pour vrai, parce que c'est ça. Parce qu'on peut vous parler d'un paquet de substances que vous allez faire OK. Mais tu sais, si on veut rester dans l'histoire et on veut y aller plus avec quelque chose que les gens connaissent beaucoup plus. Même encore là, le dianabol, c'est quelque chose qui est obscur à moins de connaître un peu plus le circuit de performance, par exemple, en haltérophilie, justement, dans les années 50. Mais un stéroïde qui est revenu souvent, les grandes catégories, je vous dirais, le Winstrol au niveau des Olympiques, le scandale avec Ben Johnson. Winstrol était beaucoup utilisé par des... C'est vétérinaire. Track and field. Track and field, ouais. Tous les coureurs... Exact. En puissance. Baseball aussi, je pense, pas sûr. Le Winstrol, au niveau du baseball. En fait, le Winstrol, c'est ce que ça fait, c'est ça aide au niveau des sports de performance, de vitesse. Ouais. Par exemple, tout ce qui s'appelle le sprint. Parce que, comme on avait parlé tantôt, le dianabol, ce que ça a comme effet, ça a un effet de rétention d'eau au niveau de la masse musculaire. Ouais, donc, on a l'effet. Exact. On a l'effet puffé. De performance sportive. Exact. Tandis que le Winstrol, ça a les effets, entre guillemets, anaboliques du dianabol. Par contre, ça n'a pas l'effet de prise de rétention d'eau. Fait que tu dirais que c'est plus androgénique, dans le fond. C'est plus androgénique, exact.
Donc, au niveau pour du... ça aussi que, de ce que j'ai entendu, le Winstrol va être associé plus à des problèmes d'articulation. Oui, ça assèche les articulations. Ça assèche beaucoup. Versus tout ce qui est plus, on va appeler ça wet, comme le Dianabol, que dans ton dos, tout ça, en général, va être plus doux pour les articulations, entre guillemets, parce que ça va venir avec aussi un peu d'estrogène, là, fait que exact. tu vas quand même être protégé, entre guillemets. Tandis que Winstrol, je pense, à long terme, va effriter aussi les articulations, puis je pense que ça affecte la masse osseuse, je suis pas sûr. À grosse dose, à très grosse utilisation potentielle, je suis pas prêt à avancer que ça va aller chercher au niveau de la masse osseuse. Il faudrait que je regarde plus là-dessus, mais je sais qu'au niveau des articulations, ça c'est répandu, c'est prouvé que ça vient assécher. Donc, vous pouvez, par exemple, des gens qui font, en fait, je vais dire des gens qui font. Les gens ne font pas ça. Les gens ne font pas ça. C'est méchant. Non, pour vrai, oui, on a des problèmes les problèmes d'articulation, donc tout ce qui s'appelle les tendinites, les tendinopathies, donc ça fait partie de. En résumé, ça te rend plus rapide. Y a-t-il un gain de force qui va être... Il y a un gain de force qui vient être associé avec ça. J'ai entendu parler des prouesses de bench press de Ben Johnson. Oui, non, c'est sûr que... Ouais, parce que oui, il y a un effet anabolique au niveau du Winstrol, ça c'est sûr et certain, ça a été prouvé aussi. Par contre, ça l'a pas, par exemple, comparé au Dianabol, ça n'a pas l'effet de puffing, qu'on pourrait dire, de prise de... C'est plus un produit qui va être utilisé pour ceux qui font ça récréativement, ça va être masse sèche, pour coter. Ouais. Pour avoir une shape de plage. Exact. Pour la masse sèche. Ouais. OK. Aussi, je crois que se vendait de façon injectable pendant un certain temps. Toi, tu disais qu'il y avait oral, mais il y avait aussi injectable, je crois. Mais ça, c'est un détail. Frank? En fait, c'est un produit qui est de base, qui est injectable et c'est fait pour les chevaux. Oui, c'est ça. Pour les chevaux de course, hein, c'est ça? Oui, exact. Donc, ça a été utilisé à la base pour les chevaux de course. Donc, c'est un produit qui a été... qui était utilisé de façon vétérinaire et qui a ensuite été utilisé chez l'être humain. Je sais pas dans quelles années. Ouais, non, c'est ça. Je sais pas dans quelles années, par exemple, ça a été fait, mais au niveau ça a été ça pour le Winstrol. Sinon, je te dirais le dernier qui est l'Anavar, qui est un autre. Mais je vous dirais les deux plus populaires généralement qu'on entend, c'est ça. C'est le Dianabol, le Winstrol. L'Anavar est un produit également qui est retrouvé de façon orale. Il y en a d'autres. Attends. Je l'ai en quelque part. C'est pas Oxandrolone? Pas sûr. Non? Ouais, Anavar, tu penses? OK, ben ça, Anavar, en fait, qui est la première marque une marque plus populaire de cette molécule-là, en fait. Là. Mais, c'est Oxandrolone. Je pense que je l'avais. Oxandrolone? Oxandrolone, ça se peut. Mais. c'est on joue à c'est comme. Je l'ai pas, honnêtement, je l'ai pas le livre, là. Je l'ai, il est en quelque part dans mes boîtes, mais il faudrait que je le passe. Bref. Un jour, on va se faire un petit jeu quiz, là, avec des petites cartes, là, genre. Ouais, c'est ça. Ça commence par un O. Colin. Mais non, exact. Donc, c'est aussi une autre forme qui est répandue. Sans dire, au niveau des effets, en fait, beaucoup plus au niveau de la prise de force. La Navarre a eu ces effets-là. Parce qu'on veut y aller vraiment dans le résumé. Là. On en va J'imagine que c'est assez populaire pour tous les athlètes dans les sports qui demandent de la force. Exact. Le shot put, lancer du poids. Ouais. Sinon, populaire, exact. Populaire beaucoup au niveau des athlètes féminins également parce que ça n'a pas les effets androgéniques des deux autres. Sinon, après ça, ben là, en guillemets, ce qu'on pourrait dire, les nouveaux stéroïdes, de type oral qui a été fait depuis les dernières, en guillemets, années, le Superdrol, le Turinabol, les blablabla, les autres, qu'on pourrait en parler, comme je vous dis, longtemps. Au niveau des autres catégories, on a parlé d'injectables. Les injectables, donc, encore une fois, la testostérone est de base. Après ça, ils en ont fait plusieurs. Ils ont dérivé plusieurs molécules pour arriver à différents produits. Je pense dans ceux que tu n'as pas nommés, qui seraient des noms qui reviennent souvent, tu as le Deca. Qui est un injectable. Parce que là, je parlais plus des oraux, parce que là, comme je te dis, on n'a pas fini. Là. Si on parle de Deca. C'est Nandrolone. C'est Nandrolone, ouais. Ouais, Nandrolone. Ben non, c'est parce que ça, c'était comme dans les super populaires là,
mettons, si on parle des années 80 puis tout. Exact. Le nandrolone, après ça, quand ils ont fait ce qu'on appelle la molécule un peu plus courte, qui est le NPP, qui est le nandrolone phénylpropionate, qui est un autre, qui est sensiblement la même molécule. C'est une bouchée, qu'est-ce que tu viens de dire là? Dans le fond, quand il dit propionate, quelque chose, c'est à effet. En fait, tantôt, on parlait d'ester. Mettons, si on prend au niveau de la testostérone, il y a 4 types d'ester. Le plus rapide, qui est ce qu'on appelle la testostérone en suspension, qui est de la testostérone injectable, qui est in and out environ 24 à 48 heures. Après ça, il y a la propionate, qui est un autre ester qui est relativement rapide. Il y a la cipionate, qui est un autre type d'ester un peu plus long, et la plus longue, qui est l'énanthate. Donc, après ça, il y en a un autre encore plus long, par exemple, qui est qui s'appelle les remplacements décanate. Hein? Non, non, la TRT, généralement, c'est de la cipionate qui prennent. Mettons, le délatestril, c'est cipionate de mémoire. Mais je pense que certains qui vont utiliser une fois par mois avec du... Décanate. Test U, en tout cas. C'est décanate, généralement, qui est un autre ester. Donc là, c'est pas mal le tour. Là. Bref, là, comme on vous dit, on n'est pas là pour faire un cours de chimie, sinon ça serait, on en a pour un méchant bout. Donc, si on revient au dopage sportif, au niveau des sports de force, utilisation, mettons, tout ce qui s'appelle les sports de force, de puissance, beaucoup d'utilisation de stéroïdes anabolisants, comme on parlait, la testostérone en premier, on a parlé de Winstrol, on a parlé on a parlé de Dianabol, on a parlé, par exemple, on a parlé des cas du Rabolin, on a parlé de... Tu sais, si ça englobe majoritairement ce qui s'appelle les stéroïdes anabolisants. Pourquoi, mettons, ce serait quoi l'avantage de quelqu'un qui est 100% naturel versus quelqu'un qui utilise ces produits-là? C'est-tu juste la masse musculaire? Non, comme on dit, il y a des effets au niveau il y a d'autres types d'effets pour ces produits-là. Par exemple, si on parle, entre guillemets, je sais pas, mettons, au niveau de la testostérone, mettons, avec certains mix de produits, on peut avoir une augmentation de production de globules rouges. Donc, ce que ça fait, c'est qu'au niveau des sports un peu plus d'endurance, ça va être quelque chose qui est pratique. Donc, on arrive là-dessus. Sinon, par exemple, au niveau de tout ce qui s'appelle le facteur d'agressivité, par exemple, vous donnez mettons, pour un sport de force, ça serait quoi l'avantage d'avoir plus d'endurance? Pour un sport de force, au niveau de l'endurance, le nombre en fait, mettons, on parle de force ou d'explosion, on parle parce qu'il y a une différence entre l'haltérophilie et le strongman. Si on parle de strongman, vous avez quand même un facteur d'endurance. Parce que même pour mettons, un haltérophile qui s'entraîne pour une répétition seulement. Ouais. D'ailleurs, les haltérophiles en training, contrairement à ce que les gens qui suivent beaucoup le CrossFit pensent, ils font pas plus que 2-3 reps sur rien. Non, c'est ça. Mais non, exact. En fait, je pense que ça pourrait quand même indirectement aider en termes de récupération puis volume. C'est ça. C'est exact. C'est beaucoup plus de cette façon-là. Travail auxiliaire, tu sais, fait si tu es capable de récupérer un petit peu plus vite entre tes sessions, tu vas probablement pouvoir accumuler plus d'entraînement. Exact. Puis que la personne qui roule sur sa propre production. Exact. Parce qu'à la base, théoriquement, la raison principale de prendre ce type de produit-là, il y a le facteur augmentation de performance, mais aussi le facteur, surtout par exemple au niveau de la testostérone, tout ce qui s'appelle la récupération. Parce que tu récupères beaucoup plus vite parce que tu es beaucoup plus anabolique. Donc, c'est moins long avant de réparer ta masse musculaire. Donc, comme tu parlais, au niveau du volume, l'intensité d'entraînement, tu peux aller chercher cette coche-là que quelqu'un de naturel ne pourra jamais aller chercher parce qu'il ne sera pas capable de tenir ce volume et cette intensité d'entraînement-là. Donc, les gens qui disent, tu prends des stéroïdes, tu vas prendre la masse musculaire en claquant des doigts, en restant chez vous à rien faire. Oui, tu as un plus grand facteur anabolique, mais si tu fais ça, ça sert absolument à rien. Le but, justement, de faire ce type de pratique-là, ça serait d'augmenter ton volume et ton intensité d'entraînement afin d'aller chercher cette performance. Mais je pense que l'argument, puis c'est un argument qu'en tout cas, moi, je pense, c'est mon opinion personnelle, pour avoir côtoyé des athlètes puis juste des gars de gym,
sur le stock, entre guillemets. C'est que ça peut beaucoup patcher les manques au niveau de la récupération. Fait que quelqu'un qui mange tout croche, qui dort pas bien, qui fait le party, quand il a ses stéroïdes, il va avoir une pas mal meilleure shape. Puis ça va cacher un peu ses manquements. Tandis que quelqu'un, mettons, qui prend absolument rien, si il est pas très strict dans son mode de vie, il va avoir presque pas de résultat de son entraînement. Ça, il y a un. Puis de deux, je pense que ça rend certaines personnes, pas tout le monde, là, tu sais, quand on parle de dopage sportif, on parle d'athlètes de haut niveau. Fait qu'on parle de gens que, naturel, pas naturel, ils vont déjà défoncer tout le monde. Ils vont travailler plus fort que tout le monde. Mais si on parle des gens qui ont soit une génétique incroyable, que tu sais, ils se grattent la tête puis leur biceps hanche, j'en ai vu des gars comme ça, ou du monde qui sont naturellement paresseux, ils vont prendre de la masse relativement facilement en faisant moins d'entraînement qu'un naturel. Fait que ça va les rendre comme encore plus paresseux. Parce que tu sais, moi ça me faisait rire là, les gars qui me disent j'entraîne mes jambes une fois ou 2 semaines, puis ils grossissent pareil. Donne ça à un naturel, il va jamais grossir. Non. Jamais, jamais, jamais. Là. Fait que, tu sais, c'est comme... moi, je pense que ça peut... Tu sais, oui, c'est sûr, ça va être vraiment mieux si tu t'entraînes plus fort, puis c'est ça l'objectif, tu sais. Mais je pense que comme... Surtout à plus bas niveau, là, pas à haut niveau, ça peut rendre le monde un petit peu complaisant, là, parce qu'ils sont anaboliques tout le temps, comme tu le dis. Fait que, tu sais, pourquoi j'en ferais plus quand j'ai déjà des bons gains à faire de quoi qui est comme ordinaire. Tu sais. Tu fais quelque chose d'ordinaire, tu vas avoir des bons résultats. Tandis que tu ferais quelque chose de bon, tu aurais des excellents résultats. Mais tu sais, ça va avec ce que tu mets dedans aussi, je pense. Non, exact. C'est ça. Mais au niveau de la consommation de produits, tu sais, ça rend. C'est ça, on parlait tantôt du syndrome du super soldat. Tu sais, c'est un peu ça, la recherche qu'on avait là-dessus. Maintenant, pour. Je voulais aussi. Oui, là, tu t'avais parlé de trucs pour l'endurance. Puis, je sais pas si tu voulais parler un peu des hormones de croissance. Si tu veux mettre ça oui, ben, ça rentrait un peu dans... Parce que c'est une zone qui est grise, mettons. Si on fait... parce que là, on peut en parler tout de suite. On va parler des hormones de croissance qui est généralement ce qu'on appelle le GH, pour Growth Hormones en anglais. Donc, les hormones de croissance. Si on vous fait, entre guillemets, un petit cours de biologie 101, tu pourras me corriger si j'ai tort, mais par exemple, il y a 2 phénomènes au niveau de l'augmentation de la masse musculaire. Au niveau de la cellule, il y a l'hypertrophie. Donc, qui est l'augmentation du volume de la cellule musculaire. Donc, par exemple, si on prend des produits comme la testostérone, qu'on parlait de tout ce qui est anabolique, c'est ce que ça fait. Donc, ça aide à l'hypertrophie, donc une augmentation du volume de la masse musculaire. Il y a un autre phénomène de base qui est, par exemple, quand on est en croissance, quand on est en plus jeune, ou qui est l'hyperplasie, c'est-à-dire la multiplication de cette dite cellule. Donc, par exemple, si on prend des hormones de croissance, on va avoir pas une augmentation du volume de la cellule musculaire, mais une augmentation du nombre de cellules musculaires. Donc, l'entraînement aussi peut provoquer ça. Exact. Oui. Exact. C'est un phénomène qui est plus rare, par exemple. C'est beaucoup plus rare de faire de l'hyperplasie post-croissance, par exemple. Donc, c'est pour ça qu'il y a l'utilisation d'hormones de croissance. Donc, si on prend l'hormone de croissance qui est je vais émettre une opinion personnelle, qui est, selon moi, la drogue la plus répandue dans les sports de haut niveau, que je pourrais dire chez les riches. Systématiquement, ouais. Moi, je pense, chez les riches, puis dans tous les sports qui sont associés à un signe de pièce, 100%. 100% du monde, je veux pas dire 100%, là, mais mettons que c'est comme... Trouve-moi quelqu'un qui en prend pas. Puis ça, c'est encore là, c'est plus entre guillemets au niveau des opinions personnelles, parce que par exemple, si on prend, puis vous allez comprendre la raison du pourquoi on dit ça, les hormones de croissance, ça aide, oui, au niveau des cellules musculaires, par exemple, au niveau de l'augmentation. Par exemple, un culturiste qui va faire qui va prendre des hormones de croissance, ce que ça va faire, il va faire de l'hyperplasie et de l'hypertrophie en même temps. Donc, il va augmenter son nombre de cellules et faire grossir ces cellules-là. Donc, c'est pour ça qu'il y a un énorme gain de masse musculaire. Par contre, les hormones de croissance ont également un effet sur toutes les autres cellules du corps humain. Je répète, sur toutes les autres cellules du corps humain. Donc, oui, il y a des effets secondaires associés à la prise d'hormones de croissance comme toutes les autres, mais
mettons quand on parlait tantôt de sport professionnel, OK? Vous avez une blessure, vous êtes un joueur de hockey professionnel ou un joueur de football ou un joueur de crosse, un joueur de soccer, peu importe. Vous avez une blessure qui est soit une fracture, une tendinopathie ou de ce genre-là. Si on vous met sur une prise d'hormones de croissance, la récupération se fait beaucoup plus rapidement et le retour au jeu est beaucoup plus rapide. Est-ce que c'est, entre guillemets, est-ce que ça va augmenter vos performances? Pas nécessairement. Par contre, au niveau de la récupération post-blessure, c'est là que c'est un produit qui est extrêmement intéressant. Parce que à haut niveau, c'est juste la game, c'est de gérer les blessures. Parce que avec le volume d'entraînement puis les performances fréquentes, vont subvenir des petits bobos. Oui. Des gros combien de fois qu'on entend un gars vient de déchirure partielle du ménisque, mettons. Ouais. Puis là, une semaine plus tard, retour au jeu, ou 2 semaines. Tu sais, je donne un exemple de même. Ouais, non, c'est... Ouais, pas mal sûr que toi pis moi, ça nous aurait pris un mois, genre. Ouais, c'est ça, tu sais. C'est... Ah non, c'est... On pointe pas... On pointe pas, c'est ça, on veut pas accuser, on veut pas pointer du doigt, on veut pas, on n'est pas ici pour dire que tous les athlètes sont dopés, on n'est pas ici pour dire que mais c'est une pratique qui est répandue et que si vous connaissez, entre guillemets, un peu plus par exemple, tout ce qui s'appelle la réhabilitation post-blessure, par exemple, une fracture, par exemple, on va dire une fracture tibia fibula complète, mettons, ça l'a sectionné, là, clac, vraiment comme ça. On parle d'environ 6 semaines de plâtre, déjà en partant. Après ça, on parle d'une rééducation qui peut durer X temps, puis et de suite. Quand on prend, par exemple, l'exemple de quelqu'un qui a ce type de fracture-là et qui a un retour en gymnase, et qui met de la surcharge et met sur ce membre fracturé-là, après 6 semaines ou 8 semaines, c'est plate, là, mais ça commence à être douteux, là, parce que théoriquement, ta guérison est même pas finie. Tu n'es même pas encore sorti de ton plâtre puis tu peux quasiment marcher dessus. Ça marche pas. Ouais. Ça ne marche pas. Puis, directement, dans le fond, tu parlais un peu ce que ça faisait tantôt, c'est que ça va faire produire de l'IGF-1 dans le foie. Puis l'IGF-1, ça va augmenter la densité osseuse de façon quand même rapide. Fait que on n'est pas en train de dire qu'on a des preuves. On est seulement en train de dire que y a un net avantage à prendre ça, mettons. Puis disons que financièrement, si c'est ton gagne-pain, mettons que les chances sont que si tu avais le choix entre je le prends ou je le prends pas, tu risques de le prendre. Ça veut dire que tout le monde va le faire. C'est ça, c'est rendu une question éthique. C'est une maudite bonne raison. C'est surtout, tu sais, entre guillemets, tu sais, encore une fois, on n'est pas en train de dire que, par exemple, là, les gens, j'ai déjà eu ce type de conversation-là avec des gens qui disaient, ouais, mais par exemple, je fais un exemple, pour un joueur de hockey, ça ne sert absolument à rien de prendre de la testostérone puis de prendre les gros produits dopants pour être extrêmement gros. Et, tu sais, parce que comme un bodybuilder, parce que les gens associent beaucoup les stéroïdes anabolisants au culturisme. Par contre, maintenant, potentiellement, tu as raison. Par contre, si on parle d'un joueur de hockey qui est blessé, prendre ce type d'hormones, de prendre des hormones de croissance pour accélérer son retour au jeu, c'est là que ça devient intéressant. Et c'est considéré, entre guillemets, comme une forme de dopage. Par contre, encore une fois, les hormones de croissance, c'est un produit pharmaceutique, c'est un produit médical qui est donné à des enfants qui ont des retards de croissance. Encore une fois, comme on l'a dit depuis le début, généralement, tous les produits qu'on va parler, c'est des produits qui ont été à la base créés à des fins médicales. Absolument. Et qui sont utilisés dans des contextes de performance. Comme là, encore une fois, on a parlé d'hormones de croissance et là, il y a les deux. Parce que tu as le côté performance et tu as le côté réhabilitation. Là, on a plus parlé du côté réhabilitation du produit. Parce que oui, il y a le côté, entre guillemets, comme j'ai brièvement parlé du côté d'hyperplasie au niveau de la cellule musculaire. Donc, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter au niveau des hormones de croissance. Ouais, ben, c'est juste que l'hormone de croissance, c'est comme un peu
ça peut être, tu sais, c'est assez répandu là, ailleurs que dans le sport. Pourquoi on dit que c'est une drogue de riche? Parce que ça coûte quand même assez cher. Mais dans les cliniques de remplacement d'hormones, surtout chez les personnes plus âgées, c'est vu un peu comme une fontaine de jouvence parce que ça va avoir plein d'effets bénéfiques sur certains facteurs comme la composition corporelle. Fait que ça aide beaucoup à avoir moins de gras, plus de muscles en général. Exact. Ça va avoir des effets sur la peau. Ça va avoir des effets sur un paquet de facteurs comme ça peut être aussi la tolérance à l'exercice. Fait que c'est comme c'est juste ce qui distingue vraiment le dopage de l'utilisation d'hormones de croissance, mettons, dans un contexte plus thérapeutique, c'est encore une fois une question de dose. C'est que les quantités qu'on va utiliser pour avoir une récupération rapide, ça va être supra-physiologique. Oh ouais, ben oui. Oh ouais, c'est hallucinant, c'est hallucinant, là. Puis aussi, on pourrait toucher brièvement, c'est que mettons dans les effets indésirables d'utilisation à long terme d'hormones de croissance, on peut avoir des problèmes de santé grave. Hein? Ça peut être très grave, je veux pas, parce que tu sais, comme on a parlé au niveau de ça peut augmenter le volume des cellules en général au niveau du corps. Donc, par exemple, quelqu'un qui, au niveau du cœur, ça fait de l'hypertrophie cardiaque. Ça peut créer de la résistance à l'insuline. Exact. Aussi. Ça peut causer du diabète de type 2. Oui, ça peut causer un paquet de formes de... il y a je vais le dire de même, il y a des cornes qui peuvent te pousser rendu là quand tu regardes ça, là. C'est juste, mettons que tu as un début de cancer. Exact. T'es pas au courant. De croissance, c'est pas un super bon plan. Non, parce que ça va faire augmenter ton nombre de cellules cancéreuses extrêmement rapidement. Donc, c'est ça, c'est tous des effets qui sont indésirables, qui sont dangereux. Donc, c'est pour ça que c'est considéré comme un produit qui est plus ou moins, qui est dangereux, entre guillemets, mais qui est répandu surtout au niveau du sport professionnel et des athlètes de haut niveau. À tester aussi. Exact. Ouais, c'est extrêmement difficile à tester. Fait que hormones de croissance, puis là, tu voulais parler des sports. On a dépassé l'heure, mais c'est pas grave. Au pire, on va le découper, on pourra le découper en épisode 1, épisode 2, là, c'est pas la fin du monde. Là, puis la question peut-être... en fait, on en a deux. On serait peut-être mieux comme de répondre à ça avant d'embarquer dans l'endurance. On a question de Marc qui nous demande, est-ce que les pré-workouts rentrent dans la catégorie? Comme on a parlé tantôt, à des fins pour, mettons, quelqu'un comme, à moins que tu sois un athlète olympique, Marc, qui fait du sport de très, très haut niveau, parce que oui, eux, tout ce qui s'appelle leur barème, leurs paramètres, sont beaucoup plus sévères. Généralement, dans un pré-workout, si tu regardes la composition de tout ce qui s'appelle les substances qui peuvent aller là-dedans, généralement, un pré-workout contient caféine, pas nécessairement la créatine, mais caféine, vasodilatateur, et on va faire un podcast aussi plus sur les suppléments éventuellement, ça va peut-être plus être en mesure de t'aider. Mais pour répondre à ta question, il y a des produits qui sont bannis dans les pré-workouts dans le comité olympique. Ouais. Dont, par exemple, la caféine. La créatine aussi. L'éphédrine à une certaine... L'éphédrine, ouais, mais c'est rare, tu vas avoir de l'éphédrine dans un pré-workout, par exemple. Dans le temps, il y en avait beaucoup. Oui, on salue nos amis parce que quand je parle d'éphédrine, je parle aussi de tous les analogues comme pseudo-épinéphrine, tout ça qui peuvent être dans des pré-workouts. Parce que... Qui sont utilisés comme décongestionnants. Parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que les pré-workouts sont de plus en plus contrôlés. Exact. C'est une bonne chose, parce que du monde qui se fait des crises de cœur. Il y avait des traces d'amphétamine avant, par exemple, dans les plus... Parce que les compagnies de suppléments essayent de développer des nouveaux stimulants pour les gens qui sont immunisés à la caféine, comme Bibi. Fait que ils vont être assez créatifs là, dans l'emploi de différentes molécules qui vont avoir des effets un peu similaires aux amphétamines. Puis il y en a qui vont être naturels, ou bien à base de plantes, on va dire. Puis il y en a d'autres que ça va être un petit peu plus synthétique. Là. Mais dans tous les cas, ce qui arrive, c'est que souvent,
dans la production des pré-workouts, il y a beaucoup de contamination croisée. Exact. Et il y a certaines compagnies qui sont pas trop legit, qui vont intentionnellement spiker leur pré-workout avec des nouvelles molécules, ou même ça peut être des pro-hormones ou des stéroïdes. Amphétamines. Littéralement, ils mettaient des stéroïdes Ouais. en protéines, en poudre. Là. C'est pour ça que les gens ont eu comme l'association de je prends un shake puis je deviens immense. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y avait littéralement du dianabol dans ta protéine. Tu sais. Fait que ce qui arrive avec les pré-workouts, c'est que si c'est pas une compagnie qui est réputée, qui a eu un paquet de certifications gouvernementales, t'es pas vraiment sûr de ce qu'il y a dedans. Exact. Fait que c'est pas... c'est-tu du dopage? Pas vraiment. À moins que ça soit c'est quelque chose que tu sais pertinemment qui est loadé avec... je sais pas. Exact. Mais pour répondre en guillemets à ta question, non, c'est pas considéré comme une forme de dopage et non, ce n'est pas illégal. Des athlètes qui passent des tests ou des gens qui ont des tests pour des emplois, des policiers, des trucs du genre. C'est le genre de choses que je consommerais pas une semaine avant. Non, c'est ça. C'est plus. Ouais, c'est une zone grise, mettons. Ouais, mettons. À cause du manque de contrôle. Puis, exact. Sinon, c'est quoi l'autre question? Il y a Hugo qui demande est-ce qu'il y a un rapport entre la force du produit et le mode de consommation et les effets secondaires? Pour répondre à ta question, c'est une très bonne question en fait. Je vais quand même rester dans l'éthique de la chose. Là. Déjà en partant, la force du produit et le mode de consommation. Comme on a dit tantôt, les produits entre guillemets anabolisants et en fait la consommation de dopage, chaque produit entre guillemets pharmaceutique ou pharmacologique ou peu importe ont une liste d'effets secondaires. Plus on augmente la dose du produit, donc plus on augmente les bienfaits, mais plus on augmente les effets secondaires potentiels. Donc, au niveau de la force du produit, par exemple, généralement, la molécule, la testostérone, mettons, on va prendre celui-là, qui a des effets anaboliques et androgéniques, plus tu vas augmenter ta prise de testostérone, plus tu vas augmenter les effets potentiels secondaires qui viennent avec. C'est normal. C'est logique aussi. Donc, pour répondre à cette question-là, est-ce que la force du produit, quand tu dis la force du produit, je sais, faudrait que tu clarifies un peu ce que tu veux dire. Je pense, de ce que j'ai compris de sa question, c'est que selon le mode de livraison, soit oral, soit en gel, soit en patch, soit en injection, ça peut avoir une force différente. Je sais pas si au niveau de la force du produit, la différence, mettons, la différence marquée entre les injections, par exemple, et les produits oraux, c'est comment je pourrais dire ça? Pas la dégradation, mais je vais utiliser le mot digestion. C'est même pas le bon mot du tout, mais je vais dire comme ça. C'est le foie c'est l'utilisation du foie dans le mode d'absorption du produit. Donc, par exemple, tout ce qui est oral, comme on avait dit tantôt, par exemple, comme le Dianabol de forme orale, le Winstrol, qui est une marque de forme orale, tous les produits oraux vont passer par le foie pour être absorbés, contrairement aux injections. Donc, il y a le facteur hépatotoxique qu'il faut prendre en compte. Sinon, au niveau des effets, c'est ça, au niveau des effets secondaires, comme je t'ai dit, ça aussi, c'est quelque chose qui est très important que je vais parler. Les effets secondaires. Est-ce que si je prends des stéroïdes, je vais perdre mes cheveux? La réponse est peut-être que oui. Ça dépend. Peut-être que non. Si tu as une prédominance, par exemple, une prédominance génétique à perdre tes cheveux, est-ce que tu vas perdre tes cheveux? Oui. Sinon, non. Parce que c'est entre guillemets, ce que tu viens faire avec cette prise c'est des hormones. Quand tu regardes ça à sa plus simple expression, les stéroïdes anabolisants, c'est des hormones ou c'est des produits qui vont agir sur des hormones. Ce que ça vient faire, ça vient jouer sur ta génétique. Donc, si par exemple, tu as tendance à faire du diabète, de la haute pression, mais que tu perds pas tes cheveux, si tu prends ces produits-là, tu vas avoir beaucoup plus de chances d'augmenter tes risques de diabète, d'hypertension, mais ça va pas nécessairement changer au niveau de ta perte de cheveux. Donc, c'est quelque chose aussi qui est à prendre en considération. Mais pour l'acné, ça, exact. Les champs de fraises, c'est souvent des gens qui avaient de l'acné à la base. Exact. C'est sûr que le fait
de prendre des stéroïdes, ça va souvent exacerber un problème qui existe déjà. Puis même, ça se peut que tu aies un petit peu plus d'acné que normal. Tu prends des produits, mais quelqu'un qui fait zéro acné va pas magiquement devenir un champ de fraises. Non, comme, exact. La plupart des culturistes, des sportifs de haut niveau qui consommaient ces produits-là, qui se sont rendus au plus haut niveau, c'est en général parce qu'ils ont la génétique pour tolérer le plus de produits avec l'effet secondaire. Exact. Donc, un dixième de leur dosage aurait causé de sérieux problèmes à d'autres personnes. Tu sais, fait que c'est pareil pour tous les gens qui ont peur, mettons, les hommes qui développent des seins. Des bitch tits, comme on appelle ça. Désolé pour mon langage professionnel, là, mais c'est ce qu'on dit dans le jargon médical. Dans le jargon médical, on va trouver un autre nom. C'est pas très... La gynécomastie. La gynécomastie. Ça, c'est encore quelque chose qui est génétique. Fait que c'est des prédispositions qu'on a. Puis le problème, c'est que quand tu prends ces affaires-là, tu le sais pas. On n'a pas encore les tests génétiques pour déterminer si tu es prédisposé à avoir des seins ou pas. On n'a pas nécessairement de plus en plus, il y a des tests génétiques qui sortent là, pour un paquet de conditions que tu peux avoir qui sont congénitales, mais je pense pas encore qu'il y en a pour dire que tu vas avoir de l'acné dans le dos ou pas. C'est aussi ce type de problème-là, par exemple, si on parle de la gynécomastie, parce que veut pas, le corps, le phénomène, en guillemets, d'homéostasie, c'est-à-dire l'équilibre au niveau de tout ce qui s'appelle dans le corps humain. Chaque action, tu as une réaction. Pour exact. Exact. Donc, si par exemple, tu augmentes ton niveau de testostérone, moi je fais beaucoup de gestuels avec mes mains, en tout cas, si tu augmentes ton niveau de testostérone, ton niveau d'estrogène va augmenter en même temps, ce qui est normal. Donc, encore là, ça ne veut pas dire que ton estrogène est haut, que tu vas avoir des effets. Non, exact. Et chaque personne répond, tu sais, pareil comme le niveau de testostérone, tu peux avoir un bas niveau de testostérone naturel puis te sentir très bien, comme tu peux te sentir comme un tas de marde. Puis être dans le top of the chart. C'est ça, tu sais, c'est vraiment comme... puis, c'est ça qui arrive aussi, c'est que souvent, il faut dire que dans le cas du dopage sportif, c'est des gens qui sont suivis par des médecins. Fait qu'ils ont tout, tu sais, ils savent leur cholestérol, ils savent... c'est des prises de sang régulières. Leurs enzymes de foie, ils savent tout ça. Fait que c'est pour ça que, tu sais, ils vont quand même avoir des effets parce qu'à long terme, ils vont payer pour. Mais ils vont moins payer pour que le cabochon moyen qui achète ça dans le fond du gym, qui joue dans une ligue de garage, qui prend ça, qui a été des produits qui ont été concoctés dans la baignoire de quelqu'un pour pas faire des images plus dégueulasses que ça, là, mais c'est... Breaking Bad. Ouais, tu sais, c'est... Fait qu'on parle de quelque chose, on parle de dopage à un niveau professionnel. C'est une industrie. Exact. Puis un autre super bon documentaire, puis là, peut-être avant qu'on embarque dans le sport d'endurance, avant qu'on embarque là-dedans, allez voir Icarus. Icarus. C'est encore sur Netflix. Oui, lui est encore sur Netflix. C'est un des documentaires les plus intéressants que j'ai sur le sujet que j'ai écouté. Sans doute, Jenny, elle a eu de la misère à dormir après. Elle était comme, je suis stressée. C'est lourd, là, mais c'est pesant. Voilà. Donc, j'espère que Marc et Hugo, ça répond à vos questions. Sinon, vous pouvez nous reposer. Non, sinon, comme je vous dis, on va aller sur YouTube, on va les mettre quand ça va être en ligne. Vous allez pouvoir poser les questions dans les commentaires. Au revoir. Salut!